Je m'appelle James Prozek. Je suis artiste et écrivain. La beauté de la nature et sa diversité m'ont toujours fasciné. Les créatures de l'air, tout autant que celles de l'eau. Mais un animal qui n'avait pas ma préférence au départ me captive de plus en plus. Il faut dire que l'anguille ne se caractérise pas par sa grâce naturelle. La nature ne l'a pas gratifiée d'une apparence vraiment attirante. Beaucoup de gens trouvent qu'elle a une allure bizarre. Ils la trouvent même repoussante. Mais pour moi, cet étrange poisson n'en est pas moins fascinant. On allait souvent à la pêche quand j'étais petit. Et un beau jour, surprise, des anguilles avaient mordu à l'hameçon. Elles étaient toutes en muscles et présentaient un aspect visqueux. On aurait dit qu'elles venaient d'un autre monde. Il n'en fallait pas plus pour exciter ma curiosité. La vie des anguilles est nimbée d'un halo de mystère. Un jour, un garde-chasse m'a expliqué que les anguilles que l'on capturait dans les rivières et les lacs du Connecticut provenaient de la mer des Sargasses, à proximité du triangle des Bermudes. Imaginez que ces créatures vivaient désormais à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance, situés quelque part dans l'océan Atlantique, ne pouvait pas me laisser indifférent. Ces poissons serpentiformes se réfugient dans les profondeurs des fleuves, comme des monstres tapis au fond de leurs grottes. Ils ne quittent leur repère que la nuit, pour chasser des proies. Les anguilles peuvent se mouvoir en avançant, mais aussi en reculant, grâce à des contorsions qui leur sont propres. Je m'étais laissé dire que par les nuits pluvieuses, les anguilles pouvaient ramper sur la terre ferme hors de l'eau, et aussi qu'elles se regroupaient pour venir à bout d'obstacles. Tous les récits sur les anguilles me captivaient, et je voulais en savoir plus. Le poisson qui par hasard était resté accroché à l'hameçon dans mon enfance ne m'est plus sorti de l'esprit. Et il m'a suivi aux quatre coins du monde. Au Japon, où les anguilles sont très appréciées des gourmets et font l'objet de recherches pointues. En Nouvelle-Zélande, où elles occupent une grande place dans la mythologie des Maoris et sont considérées comme des sentinelles sacrées et des tentatrices maléfiques. Et enfin aux États-Unis, mon point de départ, où elles sont moins choyées qu'au Japon ou en Nouvelle-Zélande, bien qu'elles aient fait la fortune de certains pêcheurs du Maine. Première étape dans les Catskills, une région montagneuse située dans l'État de New York, par un matin froid de novembre. C'est en suivant la direction indiquée par une pancarte que je suis tombé sur un vieux pêcheur d'anguilles du nom de Ray Turner. Ray n'a pas hésité à me mettre au travail sur le champ. Ensemble, nous avons démonté son barrage menacé par l'hiver très rude qui sévit dans la région des Catskills. Année après année, Ray construit un barrage à poissons. 2 murets en pierre du fleuve convergent vers une structure en bois. Lors de leur migration vers la mer en automne, les anguilles se retrouvent piégées. Les anguilles longent les murets en pierre. Et ça, c'est le piège. Oui, elles entrent par ici. Comme elles n'arrivent pas à s'échapper par les lattes en bois, elles empruntent les évacuations latérales et se retrouvent dans les nasses. Après avoir passé plusieurs dizaines d'années dans l'eau douce, des millions d'anguilles argentées regagnent la mer. Leur mode migratoire, qui n'a pas son pareil parmi les êtres vivants, recèle encore bien des secrets. Mais pas pour Ray. Tu en pêches combien en une nuit? Une nuit, j'en ai pris entre 1200 et 1500. C'était impressionnant à voir. Les Indiens d'Amérique s'y prenaient déjà ainsi il y a plus de 1000 ans pour pêcher l'anguille. Ici, dans la vallée, ce barrage à anguilles date de la colonisation britannique. Ça fait déjà 30 ans que Ray Turner l'a adopté. Ray met ses anguilles à fumer et les vend aux touristes, aux restaurants et aux petits commerçants. Pour dépeindre son dispositif, Ray a trouvé l'image adéquate. Le pont en bois, c'est l'utérus. Les murets en pierre, ce sont les jambes. C'est une femme, quoi.
Toute la vie du fleuve se concentre ici. Chaque année, en automne, Ray relâche la plus grosse des femelles, qui va alors quitter la rivière Delaware et parcourir 1 millier de kilomètres pour gagner l'Atlantique. Elle pourra pondre jusqu'à 10 millions d'œufs. Un bienfait pour la nature et un beau geste solennel de la part de Ray envers le fleuve et la vie qui l'abrite. La migration des anguilles est semée d'embûches. Des centrales hydroélectriques entravent leur parcours. Elles se perdent dans les déviations des cours d'eau. La pollution et les parasites les menacent aussi. Sans oublier leurs prédateurs, toujours à l'affût. Et les pêcheurs, plus présents que jamais. Les anguilles sont des êtres vivants entourés de mystères. Et j'aimerais débrouiller les chevaux de leur cycle de vie. Au fil de mes pérégrinations, j'ai interrogé beaucoup de personnes qui côtoient l'univers des anguilles. Mais j'ai souvent dû me contenter de la réponse laconique « aucune idée ». Y compris de la part de chercheurs contraints d'avouer que l'objet de leurs investigations recèle encore bien des secrets, même pour eux. On sait que les anguilles naissent dans l'océan, car on a observé des larves leptocéphales à des milliers de kilomètres des côtes, dérivant à la surface de l'eau grâce aux courants marins. En revanche, on n'a jamais pu observer la ponte des œufs. Au stade larvaire, elles se présentent sous l'apparence d'une feuille de saule. Leur morphologie est d'ailleurs si éloignée de celle d'une anguille qu'on a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une espèce de poisson à part entière. Des milliards d'entre elles se laissent porter par les courants marins tout en nageant, avant d'échouer dans les estuaires des fleuves. On ignore tout de l'aire de répartition de leur habitat. On ignore aussi ce qui les pousse à vivre en milieu d'eau douce, et nul ne sait les facteurs qui déterminent leur sexe à un moment donné, quand elles se trouvent dans les rivières. Vers la mi-mars, de nombreuses espèces de poissons, comme ces alces, proches du hareng, migrent vers les bassins fluviaux de la Nouvelle-Angleterre pour frayer. De leur côté, les jeunes anguilles, aussi transparentes que du verre, remontent la rivière pour regagner l'habitat de leurs ancêtres. Néanmoins, les anguilles ne font rien comme les autres poissons. Elles vivent et évoluent longtemps en eau douce avant de regagner leur lieu de naissance dans l'océan. Ce sont les saumons qui font office de bioindicateurs. Ils remontent les fleuves d'où ils sont originaires, contrairement aux anguilles. Nous savons que les jeunes larves ont des cristaux de magnétite dans le cerveau. Elles se repèrent dans le champ magnétique terrestre. Si nous savons que les anguilles sont équipées de cette boussole, nous ignorons tout de la manière dont elles l'utilisent. L'anguille est considérée comme un mets de choix. Alors que la demande bat constamment de nouveaux records sur le continent asiatique, les stocks mondiaux n'ont jamais été aussi bas. Cet état des lieux alarmant ne fait que renforcer la ruée sur l'anguille dans le Maine. Quand l'eau monte, jusqu'où elle peut aller? Jusque-là. Ancienne coiffeuse, Pat Bryan a été l'une des premières à pêcher l'anguille ici. Elle fait partie des rares pêcheurs ayant une licence de vente. À l'image des stocks d'anguilles du monde entier, celui de l'anguille américaine est en forte régression. En cause, la pêche à des fins commerciales, qui a massivement exporté vers l'Asie les jeunes anguilles ou civelles se présentant sous la forme de larves translucides. Le gouvernement américain a fait fermer toutes les pêcheries, à l'exception de celles du Maine et de la Caroline du Sud. En 1978, on n'avait pas la moindre idée de ce que nous faisions. On nous donnait quelques filets avec un mode d'emploi pour savoir comment les utiliser. On venait ici, on les mettait dans l'eau et on dormait sur place. On pouvait gagner de l'argent comme ça? Oui, mais pas tant que ça. 25 $ la livre. Il n'y avait pas de quota de pêche à l'époque. Non. Et on en pêchait plus avant? Entre 80 et 100 livres par nuit. Les civelles sont exportées en Chine et à Taïwan, où elles sont élevées dans des fermes pour être revendues sur le marché international. Les revenus de cette activité se chiffrent en milliards. Un poisson qui vient de la mer des Sargasses, qui est pêché à l'état sauvage dans le Maine et élevé en Chine, a toutes les chances de terminer sa course dans un restaurant huppé de Manhattan.
Au printemps 2012, les civelles se sont vendues au prix record de 2000 € la livre, soit 100 fois plus que ce que Pat en demandait quand elle a démarré son activité. Au Japon, on consomme plus de 130 000 tonnes d'anguilles par an. Face à cette consommation effrénée, je me suis demandé combien de poissons fournis par Pat dans le Maine avaient bien pu se retrouver dans des élevages en Chine. Au cœur de l'été, les Japonais consomment plus de unagi, autrement dit plus d'anguilles, qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Ils pensent que la chair du poisson est propre à renforcer leur résistance à la canicule et à atténuer la grande fatigue saisonnière. Riche en vitamines A et E, la chair d'anguille est bonne pour la santé. La consommation d'anguilles atteint un pic à la fin du mois de juillet, avec le jour de l'anguille. L'événement, qui s'affiche sur posters, bannières et fanions, est incontournable. Du supermarché au commerce de proximité, l'anguille est alors déclinée sous toutes les formes. Il existe même un unagi dog, version japonaise du hot dog américain, à base d'anguilles. Il fut un temps où la pêche à l'anguille était une forme d'art. On fabriquait des pièges en bambou. Les poissons étaient pêchés un par un. On pratiquait une pêche durable. La surpêche, la dégradation de l'habitat et les changements climatiques ont fait chuter les stocks d'anguilles sauvages, désormais insuffisants pour faire face à une demande en constante augmentation. En attendant, les jeunes civelles transparentes sont toujours capturées avant de rejoindre les élevages. Voici l'unique endroit au monde où l'on peut voir naître des anguilles. Depuis les années 1970, le gouvernement japonais finance un programme de recherche dédié à l'élevage des anguilles qui sont destinées au marché. Les œufs de la femelle adulte sont prélevés et inséminés artificiellement. Malgré les nombreux progrès déjà réalisés dans ce domaine, la plupart des larves meurent encore. Et celles qui survivent présentent souvent des malformations. Plusieurs millions d'euros sont alloués à ce programme. C'est un processus de longue haleine. L'anguille n'en reste pas moins un poisson difficile à cerner. Le fil rouge qui sous-tend mon travail, mon art et mes textes, c'est le contact direct avec la nature. C'est là que je puise mon inspiration. Et bien sûr, je voudrais être sûr qu'elle soit bien protégée. Je sais pertinemment que la science peut faire beaucoup pour assurer l'avenir de l'anguille. Si quelqu'un connaît le cycle de vie des anguilles, c'est bien Katsumi Tsukamoto. À ce jour, le plus grand spécialiste des anguilles parmi les chercheurs en écologie marine. En 1991, il a dirigé une équipe de chercheurs qui a établi que les larves d'anguilles dans l'océan Pacifique nageaient à l'ouest de Guam. Il a ainsi effectué une avancée décisive dans la recherche. Katsumi Tsukamoto s'est lancé un défi suprême: localiser les aires de frai des anguilles sauvages. Y parvenir est aussi improbable que de trouver une aiguille dans une meule de foin. Katsumi explore le Pacifique depuis plus de 20 ans pour trouver la zone de ponte des anguilles. En vain. Je l'ai rencontré au retour de sa toute dernière expédition, avant qu'il ne prenne sa retraite. Il était épuisé. Au terme d'un périple en mer de 3 semaines, son équipe disposait seulement d'un cliché assez flou sur lequel on avait du mal à distinguer une anguille. Notre but ultime est d'observer ce regroupement d'anguilles sauvages dans leur milieu naturel. C'est un rituel presque dramatique que l'on situe dans la fosse des Mariannes. La tâche est ardue et les anguilles gardent tout leur mystère. La science ne sait que très peu de choses sur elles. Très peu. Au bout de décennies de recherches infructueuses sur les zones de ponte des anguilles, Katsumi Tsukamoto doit encore se contenter de recherches spéculatives et laisser libre cours à son imagination. Bien sûr, il ne s'agit que de spéculation. Mais on peut imaginer que des anguilles ayant atteint l'âge adulte forment de grosses boules, comme des amas circulaires tourbillonnants. Elles se trouvent à 200 mètres de profondeur de la surface de l'eau et elles frayent à ce moment-là. Le sperme et les œufs baignant dans les profondeurs de l'océan.
Il y a 300 millions d'années, la quasi-totalité des terres émergées était rassemblée en un supercontinent, appelé Pangée. Ce supercontinent s'est fragmenté au début de l'ère secondaire et les masses continentales issues de cette fragmentation ont dérivé à la surface de la Terre. Les plaques tectoniques se sont détachées, les continents et les océans ont alors pris forme. 100 millions d'années plus tard, les premières anguilles ont colonisé les masses d'eau. 16 espèces différentes d'anguilles ont alors vu le jour, et chacune d'entre elles fraie dans une partie différente des mers du globe. Les descendants de ces anguilles ont survécu aux changements climatiques, aux périodes glaciaires et aux variations thermiques des océans. On trouve les plus grandes anguilles d'eau douce au monde dans les fleuves de Nouvelle-Zélande. Elles portent le nom d'anguilles à longue nageoire. Les Maoris les appellent Tana. Les biologistes ont découvert des spécimens de plus de 100 ans. Ces poissons peuvent atteindre la taille de 2 mètres et peser jusqu'à 30 kilos. Les chercheurs n'ont pas beaucoup plus de connaissances sur cette espèce géante. Le saint graal de notre recherche, ce sont les zones de ponte dont nous savons pour sûr qu'elles se trouvent dans l'océan. Un confrère japonais et moi-même avons pu observer des anguilles en migration grâce à des images satellites. Certaines anguilles sont allées jusqu'au sud des îles Fidji après avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Rien ne nous permet d'affirmer avec certitude que c'est là qu'elles feraient, mais c'est en tout cas l'endroit où j'irai chercher les larves, personnellement. Pourquoi voulons-nous à tout prix tout savoir? Ça ne suffit pas de connaître le moment où elles s'en vont et celui où elles reviennent. Est-ce qu'on a besoin de savoir où elles fraient et où elles habitent? Tout le monde l'appelle DJ. Daniel Joe est un Maori qui est guide dans le bush. DJ habite sur l'île la plus septentrionale de la Nouvelle-Zélande, sans électricité. Il vit sur le lopin de terre que lui a légué son grand-père, à l'intersection de 2 rivières. L'une se traverse à pied, tandis que l'autre se franchit à l'aide d'un câble. J'ai grandi dans une ville, comme la plupart des enfants en Nouvelle-Zélande, mais je détestais la ville. J'adore la vie sauvage. Pêcher la truite, ou l'anguille, ou chasser le sanglier, ou le cerf. On appelle ça Naumahi Koi, et ça veut dire qu'on subvient à ses propres besoins. DJ m'envoie pêcher des appâts pour les anguilles sur une berge de la rivière Waipunga, en bordure de sa propriété. À la fin du 19e siècle, des colons anglais ont introduit la truite dans les rivières aux eaux froides et claires de Nouvelle-Zélande. Ce poisson était censé les aider à mieux s'acclimater à leur nouveau pays, si éloigné de leur patrie. La pêche à la truite s'est développée. Mais les anguilles étaient accusées de dévorer les représentants de cette espèce, devenant ainsi l'ennemi tout désigné des pêcheurs. Dans les années 50 sont alors apparues des affiches dans les magasins de pêche sur lesquelles était inscrit « Mort aux anguilles ». Chaque licence de pêche qui était délivrée était accompagnée de consignes ad hoc. Comme l'anguille jouit d'une grande considération dans la culture maori, cette campagne a été immédiatement perçue comme une attaque visant les autochtones. Les anguilles passaient pour être les prédatrices des truites. On nous encourageait à tuer les anguilles et on nous offrait même de l'argent à nous, écoliers, pour les capturer et les tuer. Par la suite, des recherches ont établi que c'était justement grâce à la présence des anguilles et au contrôle qu'elles exerçaient sur la population des truites que ces dernières avaient pu devenir aussi grosses. Rassurés par cette version, les pêcheurs ont cessé de faire la guerre aux anguilles. Mais le mal était fait. Pas tant vis-à-vis de l'anguille qu'envers les Maoris, pour qui elle représentait tant. La truite que j'ai pêchée a servi d'appât dans le piège artisanal de DJ, qu'il appelle Dinaki. Pour les Maoris, les anguilles sont une importante source de protéines depuis 1000 ans, c'est-à-dire depuis l'époque où leurs ancêtres ont quitté la Polynésie pour la Nouvelle-Zélande. Elles ne sont pas considérées comme un mets de choix dans les restaurants. Un Néo-Zélandais d'origine britannique m'a confié que le fait que les Maoris en mangent en faisait des poissons de seconde classe. Ici, directement? Ça me paraît bien. Il doit y avoir quelque chose dans cette eau agitée, non? Par là-bas, oui.
On peut revenir vers 6 heures. D'accord. La relation des Maoris avec les anguilles est très ancienne et compte beaucoup pour eux. La Nouvelle-Zélande n'abritait aucun mammifère endémique. Après leur long périple en mer, les Maoris se sont beaucoup nourris d'anguilles. On pouvait en pêcher dans tout le pays. On pouvait les faire sécher ou les conserver vivantes dans des paniers. Les Maoris savaient à quel moment les jeunes civelles remontaient le courant. Ces poissons avaient une grande importance pour eux. L'anguille est ainsi devenue un symbole de la nature. Et on sait que pour les Maoris, nature et culture ne font qu'un. Celle-ci est trop petite pour passer à la casserole. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait de très grosses anguilles en Nouvelle-Zélande. Les Maoris rapportent qu'ils ont vu des poissons de 3 à 4 mètres de long, aussi gros qu'une cuisse, et avec une tête de la taille de celle d'un chien. Ces anguilles pesaient une 50aine de kilos, et se nourrissaient de cadavres de moutons et de vaches échoués sur les berges du fleuve. 200 ans de colonisation ont éloigné les Maoris de la nature. DJ fait figure d'exception. Il a réussi à s'extraire du tourbillon de la vie moderne. Il m'a raconté que l'anguille était un moréou, une survivante. Elle occupait la rivière bien avant que la truite n'y soit introduite et sera encore là lorsque la truite aura disparu. Pense un peu à toutes les inondations qu'elles ont surmontées. Ces crues qui ont duré 50, 100 ans. Ça ne leur fait rien. Non. Elles survivent. Nous ne voulons pas retenir la rivière, dit souvent Ray Turner. Nous voulons juste attraper des anguilles. Chaque été, quand les eaux du Delaware sont basses, Ray s'attelle à la construction de son barrage en bois en attendant la migration des anguilles à l'automne. La rivière Delaware est un cas à part. Contrairement à de nombreux fleuves nord-américains, son cours n'a pas été modifié, et il n'est entravé par aucun barrage hydroélectrique. Depuis des millions d'années, les anguilles empruntent cette route migratoire sans encombre. J'ai demandé à Ray comment on savait à quel moment les anguilles allaient arriver. Sa seule réponse fut « Il faut être aux aguets ». Quelques jours avant la migration massive, quelques grosses anguilles viennent s'égarer dans le piège. Une par-ci, une par-là. Dès le lendemain, il y en a 10, puis 40, puis 100. Ray a pris l'habitude de les appeler les poissons éclaireurs. La tempête annonciatrice de la migration et la pluie qui fait monter les eaux du fleuve peut se produire à 1000 km de là. Le temps a beau être clair et ensoleillé sur les berges du Delaware, les anguilles sentent quand le moment est venu. En Nouvelle-Zélande, l'automne commence au mois de mars. Les pluies abondantes font sensiblement monter le niveau de l'eau. Les anguilles qui ont entre 30 et 80 ans et qui s'apprêtent à migrer se métamorphosent à cette époque de l'année. Leur peau devient plus épaisse, leur tête et leurs nageoires grandissent, et leurs yeux ont des reflets bleutés. Toutes ces transformations morphologiques vont les aider à mieux affronter le long et périlleux voyage vers les zones de ponte abyssales de l'océan. Birdlings Flat est située dans l'île du Sud. C'est une zone estuaire un peu particulière,
car là, eau douce et eau salée ne sont séparées que par un simple banc de gravier. En descendant le fleuve, les anguilles sentent l'eau salée à travers les graviers. La mer ne doit plus être bien loin. Les Maoris sont les seuls autorisés à capturer les anguilles, désormais espèces protégées. Ils creusent des rigoles dans le gravier où les anguilles viennent s'égarer. Les pêcheurs attachent un hameçon au bout d'un fil fixé à un bâton de bambou. C'est ainsi qu'ils tirent les anguilles hors de l'eau pendant la nuit. Ces anguilles ne seront pas vendues. Elles seront troquées ou offertes lors de grandes occasions. Un mariage par exemple. Cette tradition maori est plusieurs fois séculaire. Les anciens le savaient. Quand les anguilles commencent à migrer, le moment de préparer l'hiver a sonné. Elles étaient comme un calendrier naturel. Cette croyance maori a perduré bien après la colonisation britannique. Les Britanniques ont chassé les Maoris de leurs terres, les ont obligés à parler anglais et à travailler dans les villes. Aujourd'hui, beaucoup de Maoris ont perdu le lien avec leur culture, et du même coup, avec la nature. Il s'agit de Kaitiakitanga, qui signifie protection. À nos yeux, si on n'est pas capable de protéger cette ressource, on n'est pas de vrais Kaitiaki. Ce devoir nous a été transmis par nos ancêtres, et nous le transmettrons à nos descendants. Yeyen Cranwell réhabilite la culture maori en Nouvelle-Zélande. Il enseigne la langue maori aux enfants et ravive leur lien avec la nature grâce aux anguilles. La plupart de ces jeunes sont des citadins. Ils ont grandi dans la ville. Même s'ils savent d'où ils viennent et s'ils connaissent leur histoire, ils ont perdu le lien avec leurs racines. On raconte des histoires, on capture des anguilles, peser, mesurer et relâcher. Je n'ai pas envie de devoir montrer des vidéos à mon fils plus tard en lui disant « C'est comme ça qu'on les préparait, comme ça qu'on les attrapait, et voilà comment elles étaient. Je suis désolé fiston, mais je n'ai pas été un bon gardien, un digne Kaitiaki. » Yeyen souhaite familiariser les jeunes avec l'anguille. Qu'ils la tiennent dans leurs mains, qu'ils soient impressionnés par sa taille et ses merveilles, afin que mode de vie traditionnel et modernité puissent coexister, que mythologie et science participent ensemble à la construction du futur. Le plus grand danger rencontré par les anguilles au cours de leur migration est une construction de l'homme, les digues. À la fin des années 40, on a construit des barrages hydroélectriques à tour de bras dans toute la Nouvelle-Zélande. Ces équipements se sont révélés des pièges mortels pour les anguilles. Elles sentent le tourbillon de l'eau projeté sur les turbines, essaient de passer à travers et sont aussitôt déchiquetées. Faire remonter les civelles, c'est simple. Elles savent grimper et on peut installer des passes, comme on en trouve un peu partout dans les centrales hydroélectriques en Nouvelle-Zélande. Des millions d'anguilles franchissent ces grandes installations. Le problème, c'est quand elles redescendent une fois adultes. Elles migrent pendant les crues des eaux. Les aider à franchir les barrages hydroélectriques en installant des grillages de protection coûte beaucoup d'argent. L'anguille de Nouvelle-Zélande est une espèce menacée et des groupes de défense de la nature tirent la sonnette d'alarme.
Ils capturent les anguilles dans les rivières et les lacs et les relâchent après les barrages, de sorte qu'elles peuvent poursuivre leur migration vers l'océan et se reproduire normalement. Evan Brunton était un pêcheur professionnel. Depuis qu'il a pris sa retraite, c'est un fervent défenseur des anguilles. C'est une magnifique anguille. Et combien tu en sauves comme ça chaque année? L'an dernier, j'en ai déplacé 4000 en tout. Et cette année, j'en suis déjà à 3600. Les anguilles femelles qui quittent ce lac ont en moyenne 80 ans. Quand elles se retrouvent nez à nez avec les turbines, c'est la mort assurée. Il ne faut pas se livrer à des calculs très savants pour comprendre qu'à ce rythme, ce sont des générations entières d'anguilles qui ont été sacrifiées. Evan, comment est-ce que tu es passé de la pêche commerciale à la lutte pour la préservation des anguilles? J'ai réalisé que durant toutes mes années de pêche, je n'avais fait que prendre, prendre et prendre encore. Mon métier m'a aussi appris que les anguilles étaient des poissons extraordinaires. Et j'ai pensé que je leur devais bien ça. Voilà pourquoi. On dirait que tu as une grande affection pour ces animaux. Ne m'en parle pas. Pourtant, certains disent qu'ils sont stupides. Mais pas du tout. Quand on ne se reproduit qu'une seule fois au cours d'une vie aussi longue, ce n'est pas vraiment bon pour la survie de l'espèce. Capturer des anguilles pour les relâcher ensuite est pour les Maoris une démarche intime, qui découle directement de leur héritage culturel. Coûte que coûte, ils défendent leur tradition. Pauline Reid fait partie de ces bénévoles qui, chaque automne, va inlassablement secourir les poissons migrateurs. Le pire, c'est que ces créatures étaient là bien avant nous, les humains. Nous n'avons pas le droit de les décimer. Sous aucun prétexte. Ce qu'elles portent dans leur ventre nous reviendra. À travers son combat pour sauver les anguilles, c'est aussi son peuple que Pauline entend protéger. J'ai vraiment pensé qu'en décimant la population des anguilles, ils nous détruisaient du même coup. Mais ils n'y arriveront jamais. L'anguille est devenue un poisson très important pour moi. C'est un lien entre la mer et les fleuves. Elle me procure le sentiment que le monde est un système habité de beauté, de magie et de mystère. Je repense à toutes les fois où j'ai rendu visite à Ray Turner dans les Catskills, dans l'espoir de voir la migration des anguilles. Je n'ai pas encore eu cette chance. De violents orages ont provoqué une montée des eaux, si bien que les anguilles sont passées au-dessus du piège. Et cela s'est produit 2 années d'affilée. Pas question d'abandonner pour autant. J'irai rendre visite à mon vieux loup d'eau douce, chaque année s'il le faut. Une fois, j'ai dit à Ray toute mon admiration pour son mode de vie. Et il m'a répondu « Arrête donc de me regarder. Et regarde avec moi. » Ma première rencontre avec Ray Turner m'a donné envie d'aller à la rencontre des anguilles, dans un grand voyage. Au départ, j'espérais découvrir leurs aires de frais et trouver le Saint Graal. Finalement, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux ne pas lever le mystère entièrement. Ray Turner, DJ, les enfants de Birdwings Flat, Katsumi Tsukamoto. Tous ont en commun d'admirer les anguilles, leur résistance et leur endurance à toute épreuve.
Au fil des années, vents et marées ont formé une petite montagne de gravier en Nouvelle-Zélande. Elle sépare le fleuve de la mer et semble infranchissable. Pourtant, les anguilles trouvent leur chemin. C'est stimulant de savoir que la nature et ses lois nous échappent parfois. Et après tout, à quoi tout comprendre nous avancerait-il ?